Guylaine Tarazi, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'amitié aux auditeurs de Chers Clients, de venir parler de votre entreprise et de ce que vous y faites, de relations clients. Et cette entreprise, c'est Microsoft. C'est une entreprise qu'on a l'impression de connaître, même si c'est certainement assez faux, j'imagine. Mais vous-même, quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avant Microsoft? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'être en charge de la relation client et de la satisfaction client chez Microsoft? Ça s'est passé comment? Donc en fait, je suis diplômée d'une école de commerce, celle de Marseille, qui s'appelle maintenant Euromed. Et pendant mes études, en fait, je me suis impliquée dans une association internationale, l'AIESEC, qui m'a permis, par un processus d'échange de stages, de trouver mon premier job, qui a été un stage chez Microsoft aux États-Unis, au siège donc, dans la région de Seattle. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert vraiment les États-Unis et aussi cette société. Ce stage d'1 an aux US s'est transformé en fait en 5 ans sur place. Étant diplômée, j'ai pu changer de visa, voilà, dans les groupes produits. Donc j'ai découvert la saga Word pour Windows, Office, etc. Et puis n'arrivant pas à évoluer, alors que j'étais dans un domaine qui poussait au maximum mes capacités techniques, j'ai démissionné de la société. Par des anciens de Microsoft, en fait, j'ai trouvé mon job suivant en Suisse chez Autodesk, puis mon job d'après aux Pays-Bas chez Exact Software, qui est un éditeur de RP dont j'ai ouvert la filiale française en France. Et grâce à ces nouvelles compétences que j'ai acquises, je suis retournée chez Microsoft, cette fois-ci la filiale française, et je me suis occupée justement de développer les solutions autour de notre base de données, SQL Server, autour des éditeurs de comptabilité et de RP. Puis j'ai démissionné de Microsoft France pour aller chez Microsoft EMEA, donc notre siège européen, qui à l'époque était basé à la Défense. Et ça vous obligeait à démissionner, ça? C'était une entité juridique différente. D'accord. Oui. Donc deuxième démission de la société. Oui. Là j'ai occupé plusieurs postes. Au niveau du licensing, c'est donc le mode d'acquisition de nos logiciels en volume pour les clients. Puis dans le monde merveilleux des partenaires. Donc j'ai passé 5 ans. Après j'ai fait une petite pause personnelle pour avoir un petit garçon. Oui. Et au retour de mon congé de maternité, j'ai eu l'opportunité de revenir à la filiale française. Donc 3e démission de l'Europe pour arriver à la France à nouveau dans un rôle donc, local qui était en partie proche de ce que j'avais connu à l'Europe et aussi avec des variations qui ont évolué au fil du temps. Et après 6 ans au marketing partenaire, j'ai ensuite eu l'opportunité de prendre le rôle que j'occupe actuellement de relations clients et satisfaction clients et partenaires. C'est incroyable. Oui. Alors, ce qu'on retient, c'est d'abord une certaine mobilité et une certaine fidélité. C'est une notion de la fidélité intermittente en quelque sorte. Et puis une entreprise un peu curieuse où il faut démissionner pour changer de métier, alors qu'il y a des entreprises qui se flattent au contraire de permettre des passerelles facilement, etc. Là, le passage par la case démission à chaque fois est un peu curieuse, non? Mais... Sur la partie juridique, néanmoins, le fait que j'ai participé à 5 ans aux États-Unis, j'ai quitté la société, je suis revenue, on a quand même réintégré tout mon parcours dans la société et donc on considère que j'ai 20 ans de présence dans la société. Donc sur cette partie-là, c'est bien pris en compte. C'est bien, et 20 ans de présence dans une société, ça permet de la connaître bien, j'imagine. C'est l'idée. D'être capable d'en parler. C'est l'idée, et dans le rôle que j'occupe, étant donné qu'on essaye de mettre le client ou le partenaire au centre de notre histoire et de la relation, c'est important de connaître les rouages de la société, en local comme à l'international, pour justement être un facilitateur, quelqu'un qui va participer à trouver des solutions dans les situations un petit peu compliquées. Qui peut être compliqué, oui. Alors, maintenant Microsoft, c'est une entreprise déjà ancienne, c'est pas une entreprise centenaire, mais c'est une entreprise ancienne, qui a marqué la vie de tout le monde, pratiquement, dans le monde entier, j'imagine, ou presque. Par rapport à ce qu'on croit en savoir, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce que vous diriez de Microsoft que les gens ne savent pas ou se représentent mal? Je dirais que la plus grande qualité
reconnu par... c'est souvent les personnes qui quittent la société qui en parlent le mieux, je trouve. Ouais. Et c'est en fait la qualité des personnes qui y travaillent, qui est saluée unanimement. Et je pense que ça fait partie des énormes atouts de cette société, c'est de savoir recruter des personnes qui vont vraiment apporter quelque chose, qui partagent un certain nombre de valeurs, qui sont très exigeantes. Donc il y a un niveau global de passion, d'envie de se surpasser, de se remettre en question, etc., qui est assez unique, je crois, en tout cas dans les sociétés du monde informatique, voilà, et qui fait qu'on s'attache à cette société et qu'on est en même temps toujours poussé à faire donner le meilleur de soi-même et à toujours faire mieux. Alors pourquoi? Parce que c'est le rat de la marque, ou c'est recruter il y a 10 ans ou il y a 15 ans quelqu'un et faire le pari qu'il va conserver cette espèce d'engagement, cette motivation. Comment est-ce qu'on peut recruter ça et comment on sélectionne? Si on sélectionne les meilleurs éléments des meilleures écoles, ça ne produit pas forcément ça. On est d'accord. Quel est l'indice que quelqu'un sera justement capable de s'engager dans la durée et de donner le meilleur de lui-même? Pas très facile de le savoir. C'est vrai qu'on essaye de détecter un savoir-être, un potentiel aux personnes. Après, ce qui se passe, c'est la carrière, la gestion de carrière dans la société est vraiment la responsabilité du collaborateur. Donc c'est vraiment à lui d'identifier ce qu'il a envie de faire, de se donner les moyens. Et beaucoup de choses sont à disposition, mais c'est à disposition. Il n'y a pas quelqu'un de la RH qui va coacher et qui va donner un parcours tout tracé. Donc c'est vraiment à chacun de s'approprier son rôle déjà. Souvent il y a pas mal de flexibilité pour pouvoir le définir, donc ça c'est souvent très motivant. Et ensuite, la suite. On n'est pas seul, des outils sont à disposition, des formations, on développe beaucoup tout ce qui est coaching, mentoring. Moi j'ai des mentors, je suis aussi moi-même mentor de plusieurs personnes. Donc, ça permet aussi d'enrichir sa réflexion, de donner aussi aux autres, de recevoir en retour. Et je crois que ça permet de tisser des liens plus que juste professionnels, sympas. Au sein de la société. C'est la notion de mise en commun, d'implication justement, en étant le mentor ou au contraire mentorisé, je ne sais pas si c'est le terme, oui. Et donc ça c'est un des moyens, la flexibilité, comme vous dites, il y a une certaine capacité à prendre sa carrière en main en quelque sorte. Ça se manifeste comment? C'est marqué en toutes lettres? On vous l'explique, on vous le dit? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on perçoit dans la culture d'entreprise, dans les échanges avec les uns et les autres? C'est quelque chose qui est de plus en plus formalisé, qui était sans doute moins évidente au départ, sachant qu'au départ, la question ne se posait pas vraiment, car on était dans un mode où il y avait une croissance telle qu'on ouvrait des postes chaque année. Donc c'était relativement facile de pouvoir évoluer. À l'époque, on évoluait... tous les 2 ans, on pouvait changer de poste et comme ça passer d'un poste à l'autre et toujours découvrir des choses nouvelles et donc ne jamais s'ennuyer puisqu'on est tout le temps en train de lancer un produit, en train de s'occuper de nouveaux clients, défricher un nouveau marché, etc. Aujourd'hui où évidemment la croissance est un peu différente, on est plus dans un mode où on continue à faire de la croissance mais avec un nombre de ressources plus constant. On a plus formalisé justement tout ce qui est gestion de carrière. Donc là par exemple, début décembre, notre équipe RH a organisé une semaine justement autour du développement professionnel avec des tables rondes auxquelles participaient des membres du comité de direction comme des collaborateurs. Donc il y en avait par exemple une sur les métiers du marketing, une sur les métiers commerciaux, métiers techniques et aussi sur les métiers transverses qui peuvent être moins connus comme tout ce qui tourne autour de la finance, les métiers juridiques, mais aussi justement le mien, de la satisfaction client, etc. Donc ça c'est des choses qui permettent justement de découvrir la richesse des postes, de se dire est-ce que c'est quelque chose pour moi? Et ensuite on a un certain nombre de programmes comme les processus de vie ma vie, où on va pouvoir travailler un petit peu avec les gens peuvent essayer
un petit peu le métier d'un autre. Alors pas vraiment comme ça se pratique dans certaines sociétés où vraiment on prend, ou par exemple je vais remplacer une autre personne pendant 3 mois. Oui. Là c'est plus une personne qui va être à côté et qui va vivre la même vie que moi pendant une demi-journée de temps en temps ou pendant une journée complète pour se dire ah d'accord, donc la vie de cette personne c'est comme ça. C'est assez intéressant quand on veut en particulier changer de métier. Quand on veut passer par exemple du marketing au commercial, on se dit ah super, je vais sortir, je vais voir des clients, gagner de l'argent. Oui d'accord, mais ça veut aussi dire passer du temps devant son PC, saisir des données, avoir des temps de transport, voilà. Donc on se rend mieux compte et après on... Et peut-être qu'on échange mieux aussi entre les différents métiers quand on les a découverts un petit peu de temps en temps, quoi. Exactement, aussi, ouais. exactement. Alors, Microsoft en France, c'est quoi? C'est combien de personnes? Donc au niveau mondial, on est 95 000. En France, c'est 1400 personnes environ. Oui. Donc aujourd'hui, on est tous regroupés, donc que ce soit Microsoft France ou notre siège européen, dans nos locaux d'Issy-les-Moulineaux, qu'on voit à partir du périphérique pour les Parisiens. Oui. Donc ça, c'est vraiment les personnes de Microsoft. Parmi ces 1400 personnes, vous en avez 300 qui sont plutôt des profils ingénieurs et qui s'occupent justement du support technique, de toute la partie relations clients. Et certaines de ces personnes coordonnent les relations avec nos centres d'appel qui sont situés hors de France. D'accord. Où hors de France? À Dublin? Ça dépend de quoi on parle. Oui. Une des caractéristiques, c'est que notre offre produits et services est extrêmement large, Oui. puisque nous allons aussi bien travailler avec des partenaires. Notre écosystème partenaire, c'est 11 000 partenaires sur les 13 000 et quelques qui existent en France, donc sociétés du monde informatique en France. Donc c'est l'écosystème le plus large de la profession. Des millions de clients, puisqu'on va avoir des clients aussi bien TPE, PME que bien sûr grands comptes, et aussi les particuliers. 8 personnes sur 10 en France, hein, donc 48 millions de personnes, utilisent au moins un produit Microsoft. Donc voilà, C'est pas tout à fait EDF, mais c'est pas loin. disons que voilà, ça fait un nombre de clients et de partenaires sous notre responsabilité qui est très vaste. Donc en fonction des questions qu'on va avoir, si c'est des questions plutôt de facturation, des questions techniques, juste un renseignement, on va pouvoir parler à quelqu'un qui est situé à Dublin, qui est situé en Allemagne, qui est situé en Roumanie, qui est situé à Casablanca, etc. D'accord, c'est effectivement, je me rappelle que vous aviez démarré au Maroc il y a 7, 8, 10 ans. Ça fait un moment et Oui. voilà, donc il y a aussi une relation de confiance avec des prestataires qui deviennent plutôt des partenaires, avec qui on bâtit justement une relation de confiance qui permet ensuite de délivrer. Alors, cette entreprise Microsoft et ses publics différents, vous avez la charge de faire le mieux possible pour que cette relation soit la meilleure possible. Comment vous le décririez comme objectif ou comme cible une relation client de qualité pour Microsoft avec ses clients? Donc ça serait de pouvoir déjà donner l'opportunité à ce client, ce partenaire, ce particulier de trouver le canal d'interaction qui lui va bien. Donc de facto notre offre est multicanal pour lui permettre de nous contacter, avec certains qui sont ouverts 24 heures sur 24 quand on a des forums par exemple. C'est typiquement un endroit où on va toujours trouver des réponses à des questions et on y a accès tout le temps, donc ça c'est utile. Ensuite, c'est aussi nous assurer qu'on va pouvoir donner la meilleure réponse possible, si possible évidemment dès le premier contact, ce qui n'est pas toujours possible, surtout quand on a plusieurs questions. Néanmoins, c'est notre intention. Et après, on commence à développer de plus en plus quelque chose qui nous permet de surprendre les clients, c'est-à-dire d'aller au-delà de leurs attentes. C'est bien de répondre à la question. Parfois, c'est aussi bien d'essayer d'anticiper l'étape d'après. Si je pense au lancement de Windows 8, qui est très récent,
Un des travaux qu'on a fait avec notre centre d'appel qui s'occupait justement des particuliers, c'était de bien sûr répondre aux questions, et ensuite, avec la nouvelle interface de Windows 8, un de nos challenges était de nous assurer qu'on pouvait accompagner les clients le plus vite possible pour qu'ils puissent s'approprier cette interface et se sentir à l'aise avec, et surtout pouvoir l'exploiter au maximum. Et donc on a encouragé les conseillers à suggérer des modes d'apprentissage ou à donner des trucs et astuces aux clients avec qui ils avaient une interaction pour justement leur apprendre quelque chose, leur suggérer qu'ils pouvaient aller suivre une vidéo pour découvrir d'autres modes d'interaction, etc. Et c'est une initiative qui était un peu inattendue pour nos clients et qui a été très appréciée. Donc cet objectif, c'est de vous rendre disponible, d'être performant dans la réponse apportée, voire même d'aller un peu au-delà de ce qui est demandé. Comment vous mesurez le succès de ça? Comment vous mesurez le pourcentage d'atteinte et de cet objectif? Donc bien sûr, quand un client, un partenaire a une interaction avec un de nos centres d'appel, on a ce qui est assez classique, un petit questionnaire de satisfaction qui est envoyé à la suite de cette interaction. Donc c'est l'occasion pour la personne de pouvoir s'exprimer et de nous donner son retour instantané. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça répondait à ses attentes, etc. Voilà, exactement. Et le taux de retour est important ou est-ce que les gens négligent un peu? Ça dépend, mais disons qu'on... Ça suffit pour se faire une opinion, ou est-ce que c'est toujours les plus râleurs qui répondent ou... Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut aussi regarder, et ça fait partie de mon rôle aussi de recevoir les extrêmes, et en particulier ceux qui sont très négatifs. Ensuite, essayer d'appeler cette personne. Ce qu'on remarque, c'est que quelqu'un de Microsoft qui va avoir un rôle un petit peu haut placé, puisque je suis directrice, etc., appelle un client insatisfait. Déjà, le fait que quelqu'un de Microsoft fasse l'effort de l'appeler, en général, le ton baisse d'un cran, voire de plus, et on peut commencer à avoir un dialogue. Cela dit, quelqu'un qui est très insatisfait, moi, mon rôle, c'est de l'écouter. Je vais laisser la personne justement s'exprimer, partager tout ce qu'elle a à dire. J'essaye de faire la part des choses et ensuite d'initier un dialogue. Ce que j'ai remarqué donc, sur l'année et demie où j'ai eu ce rôle, c'est que la plupart du temps, d'abord ça se passe bien et c'est pas agressif, et qu'en plus il y a souvent de très bonnes suggestions qui apparaissent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vidé son sac, on rentre plus dans un mode constructif. De ce qu'on attend. Exactement. Et donc c'est aussi assez intéressant de ce côté-là. Et alors, Microsoft est dans une compétition importante sur tout un tas de fronts. L'avenir, c'est d'être préféré à ses compétiteurs sur ces différents fronts. C'est le maintien d'une offre qui est déjà très ancienne, c'est-à-dire que les systèmes d'exploitation, ça date d'il y a longtemps, les suites bureautiques, ça date d'il y a longtemps, il y a des challengers un peu puissants. Comment est-ce qu'on gère un historique qui est important, tout en se réinventant et en faisant passer ce message-là avec des... Est-ce qu'on attend davantage de Microsoft? Ou est-ce que non, il suffit de c'est une entreprise comme une autre et pour peu qu'on travaille bien tous les jours, ça suffit? Comment vous sentez les choses? Non, je pense que vous avez raison, on attend beaucoup d'une société comme Microsoft. C'est quelque chose qui est très frappant dans toutes les lettres qui sont envoyées souvent à notre comité de direction, qui sont souvent un petit peu colorées, oui, on va dire, avec un langage parfois assez cru. Le fait que la société soit connue, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle ait été leader pendant longtemps sur le marché, etc., génère un nombre d'attentes parfois un petit peu impressionnant. Oui. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, la manière dont les choses se passent, c'est que cette année, c'est vraiment une année passionnante pour nous, puisque c'est une année où on lance pour la première fois une nouvelle version de chacun de nos produits ou services.
Donc c'est une année complètement incroyable. Quand on montre nos... Oui, cette année c'est 2013. Donc notre année fiscale est à cheval. Donc là, on vient juste de finir la première moitié de l'année. Donc on a lancé une nouvelle version des produits serveurs avec la base de données, Windows Server, etc. Ensuite, il y a eu Windows Phone, Windows 8, notre nouvelle tablette, donc pour la première fois aussi ce matériel. Surface, oui. Voilà, Surface. Et là, on arrive avec... il y a eu bien sûr plein de jeux à temps pour les fêtes. Et ensuite, maintenant, il va y avoir donc Office en particulier. Et puis ensuite, encore beaucoup de produits, en particulier autour de notre offre ERP, CRM, etc. Donc, c'est une année absolument énorme sur ce plan-là. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à communiquer justement cette capacité d'innovation, de capacité à se réinventer complètement, se remettre en question. La nouvelle interface de Windows 8 est assez révolutionnaire. Elle a généré une très grande innovation aussi chez nos partenaires constructeurs, avec même l'invention d'un nouveau type de PC qui n'existait pas. Et c'est un mot qui maintenant commence à être connu, qui s'appelle les PC hybrides, qui sont mi-PC, mi-tablette. Vous avez la possibilité de prendre juste l'écran sous le bras, mais quand même bénéficier d'un clavier. Enfin, vous avez dû entendre le clic. Le clic. Voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui dynamise complètement l'image de notre société. Vous avez peut-être aussi remarqué qu'on a changé de logo. Après 25 ans du logo Microsoft grisé, que j'ai encore sur ma carte de visite d'ailleurs, oui. On a changé de logo, plus moderne, avec les 4 couleurs clés, etc. On a changé les logos des produits. On s'est rendu compte que quand on les mettait tous en regard, on avait une impression de quelque chose fouillis, en fait, pas très structuré. On les a épurés avec des codes couleurs différents, etc. Donc il y a un énorme travail, à la fois côté produit, à la fois côté marketing, communication, enfin tout ça, pour apporter aussi de la cohérence dans l'offre et permettre toujours d'apporter plus de simplification, plus de facilité d'utilisation, etc. Le challenge qu'on a évidemment, c'est d'arriver à le communiquer et ne pas perdre les personnes dans tous ces changements. Oui, c'est très compliqué en même temps. C'est quelque chose de rassurant qu'une entreprise puisse à la fois durer en préservant un capital existant tout en se réinventant sans forcément perdre en route les anciens clients. Beaucoup d'entreprises échouent dans le domaine des nouvelles technologies dans cet exercice, puisqu'on a connu beaucoup de marques qui ont disparu ou qui ont connu de vraies difficultés avant parfois de ressurgir et meilleures que jamais. Mais c'est un exercice difficile, bien entendu. Et c'est vrai que pour les collaborateurs au sein de l'entreprise et comme avec les partenaires, il faut s'assurer que tout le monde aille en cohérence et dans le même sens, et c'est certainement compliqué. On passe beaucoup de temps à nous approprier les produits. Donc là, une des manières dont nos execs ont décidé de nous accompagner, et c'est quelque chose qui est très motivant pour nous, c'est qu'ils ont décidé d'investir énormément dans nos outils. C'est-à-dire que 100% des collaborateurs ont un nouveau téléphone Windows Phone 8, une tablette Surface RT qu'on a eu juste avant Noël, c'est quand même un très beau cadeau. Bien, ça va. Et on a le choix aussi du nouveau PC Windows 8 qu'on va utiliser. Comme ça on peut choisir si on veut un écran tactile, etc. Donc c'est un investissement en plusieurs milliards pour la société et c'est aussi un énorme encouragement qui nous est donné, sachant que ce qui est attendu derrière évidemment c'est que on apprenne à utiliser les produits, qu'on sache faire des démonstrations et c'est vrai que vous soyez les ambassadeurs de la marque en quelque sorte. Exactement, au quotidien. Et par exemple, je me rends compte que je suis un peu un référent informatique de mon dentiste, par exemple, qui a toujours Windows XP sur son poste de travail et que j'essaye d'accompagner pour moderniser son outil de travail. Il venait d'acheter un nouveau téléphone qu'il me montrait, donc je lui ai fait une démonstration de mon Windows Phone qu'il n'avait jamais vu.
Et du coup, il a une nouvelle image de Microsoft, etc. Donc je crois que c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est vrai que quand on a les bons outils dont on est fier, en plus on a beaucoup d'articles positifs dans la presse, etc. On est content, quoi. Donc on a envie de le montrer, de dire oui, regardez, moi aussi j'ai quelque chose d'enthousiasmant. Voilà comment vous faites comme ça avec votre technologie, mais moi aussi je peux le faire peut-être différemment. C'est intéressant. Et donc c'est un peu ce qu'on appelle le miroir entre ce qui se passe en interne et ce qui se passe en externe avec les consommateurs. Qu'est-ce qui a changé chez les consommateurs Microsoft dans leur relation à la marque ces dernières années? En quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que le fait que ça soit moins une hégémonique, est-ce que ça a changé quelque chose? Je dirais que je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que dans la relation commerciale, par exemple, il y a souvent des mises en concurrence et donc l'obligation pour nous de démontrer vraiment la valeur, peut-être plus que dans le passé. Donc ça, je pense que c'est important. Ça permet justement d'aller au fond des choses et de vendre nos produits, nos solutions pour les bonnes raisons et pas par choix facile parce que c'est le produit leader, des choses comme ça. Et c'est d'autant plus important que justement, vu la largeur de la gamme de produits et de services que nous proposons, sur certains nous allons être leaders, mais sur beaucoup nous ne le sommes pas. Et donc c'est intéressant d'avoir cette position de challenger, parce que si on prend le Windows Phone, on est en train de gagner des parts de marché, mais ça fait un moment qu'on rame. Oui. Et pourtant notre technologie était bien, elle était reconnue comme étant intéressante, etc. Mais on n'avait pas à décoller. Donc voilà, je pense que c'est aussi intéressant de se remettre en question, de prendre un petit coup d'humilité et d'écouter aussi peut-être les clients, les partenaires, le marché. Et les réseaux sociaux, parce que vous dites on est multicanal, comme le sont presque toutes les grandes entreprises aujourd'hui. Elles répondent au téléphone, répondent à leurs mails, elles font le mieux qu'elles peuvent en tout cas. Ouais. Est-ce que l'aspect réseaux sociaux en revanche, comme canal relationnel, est-ce que c'est quelque chose qui est intégré? Est-ce que l'entreprise vit avec ça? Alors, intégré, après je ne sais pas ce que, exactement ce que vous voulez Est-ce que dire si par exemple je vous pose une question sur Facebook et que je vous pose la même question sur votre centre d'appel, j'aurai la même réponse? On essaye. Oui. On essaye. Moi j'ai suivi de très très près tout le lancement de Windows 8. Puisque j'ai été intégrée dans l'équipe qui préparait le lancement. On a travaillé ensemble pendant une année. Et donc là, 25-26 octobre, c'était le lancement. Et puis évidemment, le lancement n'est que le début d'une belle histoire avec nos clients et partenaires. Ce que nous avons fait, c'est que dans tout le travail préparatoire, nous avons intégré les retours en fait, des clients et partenaires qui utilisaient nos versions. On appelait ça des bêtas avant. Cette année, on les a appelés Consumer Preview, Developer Preview. D'accord. Nouveau vocabulaire, mais c'est l'idée. L'idée, c'était des versions bêta, en tout cas en avance de phase. Donc ce sont des personnes qui bénéficiaient de notre support, etc. Donc qui avaient déjà des retours. Donc on a vraiment travaillé à l'analyse de ces retours, ce qui nous a permis de pouvoir anticiper les questions qui étaient les plus posées. Sachant que ça c'est un processus mondial, donc non seulement on avait les retours France, mais on pouvait vraiment aussi mettre en commun tous les retours au niveau européen, voire au niveau mondial, parce qu'on n'a pas toujours exactement les mêmes problématiques. Certains pays étant plus avancés, c'est souvent intéressant pour nous de regarder par exemple ce qui se passe en Angleterre ou dans les pays anglophones ou aux États-Unis. Ça nous permet souvent de pouvoir anticiper. Ils sont parfois. Les consommateurs ont des démarches et des attentes très proches, ou est-ce que il va y avoir des particularités françaises, anglaises, espagnoles, italiennes? En ce qui concerne la compatibilité des machines, il y a toujours des produits qui vont être locaux. Donc là, il y a besoin de gérer voilà, un petit peu des choses en local, mais sinon, il y a quand même une certaine uniformisation, on va dire, dans les problématiques. Donc on va pouvoir anticiper. Après, nous, on a par exemple les DOM-TOM. Et il se trouve que chez Microsoft, ces territoires dépendent d'autres régions que la nôtre.
parce que Géographiquement, pour des raisons de proximité géographique. Et on s'est rendu compte avec Windows 8 justement que certaines clauses étaient compliquées à gérer à distance et que donc on a été obligé de restreindre un certain nombre d'offres à la France métropolitaine parce que voilà, c'était pas possible de le... C'est votre organisation géographique qui faisait que... D'accord. Et là, ce sont des retours clients, en particulier via les réseaux sociaux, qui nous ont alertés et qui nous ont permis de creuser le sujet, de comprendre qu'il y avait une impossibilité technique. Et donc, voilà, si on ne peut pas le gérer, il faut au moins qu'on communique. Mais quand on fait allusion parfois aux différences de traitement, c'est pas tellement que l'entreprise est incohérente. Elle peut l'être non pas au niveau des contenus, mais de l'attitude. Est-ce qu'un client qui se plaint, qui réclame sur le centre d'appel, aura la même réponse, la même réaction, la même attitude de la part de la marque s'il le fait sur la page Facebook, par exemple, où il y a de très nombreux spectateurs? Est-ce que si je demande d'être remboursé de mes produits parce que j'en suis mécontent et que je râle très fort, je l'obtiendrai plus facilement sur la page Facebook que sur le centre d'appel où là je suis tout seul face à un conseiller qui n'a pas forcément la marge de manœuvre de me dire oui ou non, etc. Donc là, ce qu'on a fait sur Windows 8, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec justement les personnes en charge des centres d'appel. Oui. Et j'étais très consciente du fait que les réseaux sociaux étaient une dimension nouvelle sur un lancement aussi large que celui-là. Et donc, je me suis assurée qu'il y avait une relation de proximité en fait, et j'ai bien insisté quand je me suis déplacée avec que j'ai discuté avec le management des conseillers en leur disant c'est moi votre point de contact s'il y a une escalade, c'est pas les réseaux sociaux. Donc c'est important qu'on ait vraiment une attitude, voilà, qu'on partage les informations ensemble, qu'on trouve la solution et qu'on mette à jour ensuite justement les FAQ, etc. Pour pouvoir trouver la réponse qui nous semble la plus cohérente et ensuite bien pouvoir justement la diffuser. Donc on a fait beaucoup de travail là-dessus et à partir du moment où il y avait des remontées, quel que soit le canal, on s'est assuré justement qu'on était 2-3 personnes qui étions un petit peu le point central et ensuite on communiquait tous les jours, ce qui nous permettait de voir si un nouveau sujet arrivait, est-ce qu'on connaissait la réponse, oui, non, il fallait rechercher, etc. Là où c'est un petit peu compliqué sur les réseaux sociaux, c'est que quand quelqu'un se plaint, on va toujours avoir la démarche de le contacter en privé pour stopper la plainte publique et traiter son cas. Et la manière dont on va traiter son cas est la même, que ce soit parce qu'il s'est plaint sur Facebook ou parce qu'il a appelé notre centre d'appel ou qu'il a posé une question sur un forum en ligne. Là où on est encore un petit peu en train de se chercher, c'est sur la manière de communiquer en public tout ce qui est négatif. Les réponses à apporter, ça fait plusieurs semaines que j'ai ce sujet voilà, dans ma to-do list et que je continue à y travailler et je n'ai pas encore de réponse que je trouve suffisamment fouillée ou claire, etc. Donc c'est un sujet... toujours en cours. Mais même si on peut voir donc des posts négatifs quelque part, il faut savoir que même s'il n'y a pas nécessairement de réponse qui paraît visible de Microsoft, en réalité le sujet est traité. Et vous êtes bien situé en tant que multifournisseur pour imaginer l'avenir. D'abord, il y avait eu un film qui s'appelait Microsoft 2019, je crois, qui essayait de représenter le quotidien des gens dans un univers beaucoup plus technicisé qu'il ne l'était. Très digital. Voilà, et on voit des tables où on pouvait... Comment est-ce que vous imaginez qu'est-ce qui va devenir central dans l'ensemble des équipements de connexion et de relation des citoyens? Est-ce que ce sera l'ordinateur, ce sera la tablette, le téléphone? Vous imaginez les choses comment? Et en fait, les gens deviennent mobiles, communiquent en se déplaçant, ce qui est de plus en plus fréquent et ce qui apparaît comme naturel alors que ça n'était pas tellement il y a 4 ou 5 ans en arrière.
vous imaginez quel impact et comment est-ce que vous vous préparez en matière de relations clients face à un consommateur qui va être justement mobile avec des modes de connexion, un langage de plus en plus codé, on parle en SMS, etc., on fait des tweets. Bon. Comment est-ce que vous voyez ces enjeux et sur quoi vous vous focalisez? Qu'est-ce qui vous paraît l'enjeu principal? Donc une des spécificités de notre offre qui apparaît maintenant et qu'on peut vraiment démontrer, c'est le fait qu'il y a une cohérence entre les différentes interfaces, quel que soit l'outil qu'on va utiliser. C'est-à-dire que vous utilisiez un PC, de préférence avec Windows 8, Oui. un Windows Phone. Donc sur Windows 8, vous allez avoir toutes vos vignettes et vous allez les naviguer sur le côté. Sur votre Windows Phone, vous allez naviguer dans ce sens-là, mais c'est quand même le même concept de vignettes, etc., repositionnable, que vous pouvez complètement personnaliser. Quand vous arrivez sur votre Xbox, donc votre console de jeu à la maison, vous allez aussi pouvoir bénéficier d'une cohérence au niveau de l'interface, etc. Et donc les démos qu'on montre, les démos un peu pointues qu'on montre, c'est justement une personne qui est au bureau, qui ensuite se retrouve donc sur sa tablette parce qu'elle est en mobilité, qui arrive ensuite sur le téléphone, après à la maison et qui se dit je vais bénéficier du grand écran dans le salon, et donc on a des outils comme Smart Glass qui permettent justement de transférer et donc d'avoir une continuité en fait de ce qu'on est en train de voir, du style une vidéo, ou, etc. Et on va pouvoir, en fonction de là où on se trouve, pouvoir choisir en fait l'outil qui nous va le mieux, qui va être le plus confortable. Et finalement, l'outil n'est pas nécessairement si critique, puisque l'expérience va être assez proche et la plus fluide possible. Donc je n'ai pas encore fait cette démo moi-même, mais je pense que voilà, ça fait partie des choses. Alors ça, vous êtes en train de décrire la mise en cohérence de vos différents produits. Une question au passage, c'est que c'est très dépendant des réseaux. Oui. Puisque passer d'un outil à l'autre, ça veut dire qu'il faut avoir aussi une continuité des réseaux par lesquels ça transite. Or, Microsoft ne propose pas les réseaux. Vous naviguez dessus et vous les utilisez. Oui. C'est-à-dire qu'il faudra que le consommateur ait fait en sorte que ces réseaux permettent cette poursuite de l'expérience au fur et à mesure. C'est vrai que d'avoir un réseau Wi-Fi chez soi permet de bénéficier de... C'est de continuité, mais dès que je sors dans la rue, ça peut être un peu différent, etc. Il y a des spots Wi-Fi dans pas mal d'endroits. Ouais. Là, par exemple, pendant les vacances de Noël, j'étais chez mes beaux-parents à La Rochelle, qui n'ont pas de PC, qui n'en auront jamais. Ouais. Donc, il n'y a aucune connexion. C'est une défaite. Ils ont quand même déjà le téléphone portable basique et ils connaissent le SMS, c'est déjà ça. Oui. Et donc, j'ai pu créer mon petit réseau entre mon Windows Phone et j'ai pu créer une connexion entre le téléphone qui lui était connecté et mon PC. Et j'ai pu me connecter grâce à ça au réseau de ma société. Donc j'étais connectée sur des réseaux de Microsoft Corporation. Donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut faire dans des endroits où il n'y a pas de réseau Wi-Fi propre à cet environnement, etc. Et ça, c'est quand même génial. Avant, j'allais dans des cybercafés et je me connectais de cette manière-là, ce qui était beaucoup moins confortable. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un certain nombre de choses qui sont possibles aujourd'hui au niveau technologique et qui sont franchement extrêmement simples. C'était juste un bouton à activer pour que cette connexion se fasse. Ça me fait naître une deuxième question, mais je voudrais reprendre ma première. Ça, c'est l'usage. Mais le consommateur, dans son rapport à la marque, va pouvoir justement utiliser en mixant ces différents canaux et pas uniquement séparément les uns ou les autres. Il ne va pas tout faire par SMS, il ne va pas commencer par SMS, finir par SMS. Donc il va y avoir des échanges. Vous avez depuis longtemps dématérialisé, même les contrats, même les licences, etc. Ça veut dire que vous êtes très préparé à ce que l'univers soit très virtuel. Et donc, ça veut dire que les échanges, passer d'un canal à l'autre ou en les mélangeant, etc., ça vous apparaît probablement assez naturel dans votre entreprise. Et ce que vous exprimez là en disant il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas le Wi-Fi, mais je me crée une connexion et c'est très facile, etc. Est-ce qu'il n'y a pas deux univers en fait dans la vraie vie? L'univers des gens qui savent et l'univers des gens qui ne savent pas.
Alors c'est vrai que toute une partie de notre challenge, c'est de nous assurer qu'on ne laisse pas toute une partie des clients sur le côté de la route. Bien sûr, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un peu sous-jacent, l'évolution vers l'informatique dans le nuage. Beaucoup de choses dématérialisées, etc. Le fait d'avoir mes documents à distance sur ce nuage me permet justement d'y avoir accès quel que soit l'outil que je vais pouvoir utiliser. Le choix du mot nuage d'ailleurs est peut-être un peu nuisible parce que ça ne fait pas très solide les nuages. Et donc on se dit, je mets toutes mes affaires privées auxquelles je tiens dans un nuage. Qui va s'évaporer. Voilà, on se dit s'il y a un peu de condensation ou je ne sais pas quoi, ça va être un peu compliqué. Oui, et en même temps, vous avez raison, mais en même temps, quand on creuse un peu le sujet, le nombre de personnes qui ne font jamais de backup de leurs données, c'est juste effarant. Donc voilà. Vous faites des backups de vos données? Bien sûr. Bien sûr. Donc il faut que je sois moi-même un peu exemplaire sur le sujet. Mais je pense que une de nos problématiques, c'est de nous assurer que on accompagne nos partenaires, puisque notre business model est un business model indirect, donc on a vraiment besoin que ces 11 000 partenaires comprennent justement dans quelle direction on va, soient enthousiastes à cette évolution et qu'on les accompagne, et si possible un petit peu en avance de phase. Donc, quand vous dites 11 000, c'est en France? Oui, oui. Dans le monde, c'est une armée. 400 000, je crois. Ouais. Pas tous impliqués de la même manière, pas tous de la même taille, mais on a besoin de partenaires dans toutes les petites villes, partout, etc., pour accompagner nos clients. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Donc ce transfert d'expertise, s'assurer que chacun va trouver la manière dont il va pouvoir générer du business, trouver des clients, bien s'occuper des clients existants, les faire évoluer, etc. Donc ça, c'est déjà important. Et ensuite, nos clients, bien sûr, en permanence, leur apprendre les nouveaux usages, s'intéresser à ça et en même temps essayer de simplifier au maximum de manière à ce que on parle d'usage et moins de techno. Parce que souvent aussi c'est un peu rébarbatif de parler de choses techniques. On a plutôt envie de parler de contenu, etc. Donc, et on parle beaucoup de l'univers libre. Ce qui est en gros, ce qui a souvent été présenté comme de l'anti-Microsoft. Ça c'est le signe des leaders, c'est ceux qui manifestent les oppositions. Comment vous le voyez ça aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui est une menace pour Microsoft ou est-ce que c'est au contraire un phénomène qui peut renforcer l'offre Microsoft? On dirait qu'il y aura des choses gratuites qui conviendront à des gens qui peuvent se passer de tout service et de toute assistance, et puis le reste. Comment est-ce que c'est perçu dans la culture Microsoft, cette approche du monde libre? Donc en fait, on a énormément évolué par rapport au monde que vous décrivez et on a beaucoup collaboré en fait avec toutes ces personnes du monde du libre, des Linuxiens aussi chez nous, etc. Microsoft a désormais souvent un stand important dans des salons de technologie qu'on pourrait penser opposée à la nôtre. Une des choses sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est tout ce qui s'appelle l'interopérabilité, qui est donc la possibilité justement de pouvoir, de manière beaucoup plus transparente que dans le passé, ou que sur d'autres technologies qui sont beaucoup plus propriétaires, vraiment de pouvoir justement transférer les données, pouvoir accéder, etc. Et quand vous regardez la manière dont justement fonctionne, si on prend par exemple la technologie Azure, qui est nos technologies au niveau du cloud, c'est quelque chose qui est justement conçu dès le départ pour travailler sur un certain nombre de technologies de manière la plus ouverte possible, justement pour penser aux usages et aux clients et pas se dire je suis dans le monde Microsoft versus tout le reste. Et l'assistance aux clients dont vous vous occupez, est-ce que, sincèrement, est-ce que c'est vécu comme un coût par l'entreprise, qu'il faut réduire avec un budget qu'il ne faut pas dépasser, etc. Ou est-ce que c'est un investissement, je dirais, presque sans limite, ou aussi longtemps qu'on peut être en interaction avec un consommateur et lui apporter des services, c'est un investissement pour le futur? Concrètement, comment ça se passe chez vous? Je vais répondre avec deux morceaux de réponse. Allez-y, oui. Tout ce qui touche à la relation client, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement clé.
Dans mon titre, vous savez qu'il y a une partie qui touche à la satisfaction. Ouais. Donc chaque collaborateur de la société a un élément de satisfaction de ses interlocuteurs dans ses objectifs. Donc c'est quelque chose qui est partagé du comité de direction jusqu'à n'importe quel collaborateur. Donc ça c'est quelque chose qui déjà assure un certain niveau d'intérêt, d'interaction, etc. vis-à-vis des clients et des partenaires. Ensuite, bien sûr, ça ne suffit pas. On n'est pas capable, chacun d'entre nous, de répondre à la totalité des clients de nos interlocuteurs. Donc on s'appuie bien sûr donc, sur des services spécialisés pour ça. Une partie de ces services sont gratuits, une partie sont payants. Donc ça permet de répondre en partie à votre réponse. Et ça fait partie des choses qu'on fait évoluer en permanence. Parce que, bien sûr, il y a un coût qu'on prend en compte, qu'on essaye de gérer. Parce que aussi le marché évolue et on regarde ce que font nos concurrents. Et en fonction de ce qu'eux-mêmes proposent aux clients, on voit ce qu'il est nécessaire d'ajuster notre offre, oui ou non. Donc voilà. Mais de la même manière, on va avoir ou apporter des évolutions à notre offre de support, de la même manière qu'on va aussi apporter une évolution à nos offres produits. Les offres dans le cloud, pour beaucoup d'entre elles, ont plutôt eu tendance à baisser, justement grâce à la concurrence, et donc tous les clients en bénéficient. Donc voilà, c'est pas une réponse aussi facile que Pour la ça. poser peut-être autrement, quel est votre regard sur une tendance qu'on peut constater mais assez générale, d'utiliser les sites internet des marques comme des solutions de self-care, en disant c'est une sorte de progrès technique que permet la nouvelle technologie. En gros, c'est le client se débrouille tout seul pour trouver sa réponse sur un site internet en espérant que ça se passe bien. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose que nous pratiquons, déjà parce qu'une partie des populations qui travaillent sur nos technologies sont des personnes qui ont un profil technique. Donc qu'on soit professionnel de l'informatique, qu'on soit développeur, de toutes les façons c'est souvent comme ça qu'on fonctionne. Ce sont des personnes qui aiment bien trouver par elles-mêmes et quand ils rencontrent une difficulté technique, enfin, c'est un challenge et ils aiment bien le résoudre. Donc de toutes les façons, c'est même une demande de ces populations-là d'avoir un maximum d'informations. Et donc que ce soit donc, côté professionnel de l'informatique, nous avons une offre qui s'appelle TechNet, et côté développeur, une offre qui s'appelle MSDN, qui sont assez connues sur le marché, qui sont ensuite alimentés par des blogs qui sont gérés par des personnes de Microsoft, qui sont eux-mêmes soit développeurs, soit professionnels de l'informatique. Et donc, il y a tout ce travail justement communautaire qui est fait, les bonnes pratiques identifiées, une nouveauté produit est intégrée et on va la décrire et on va expliquer comment en bénéficier, etc. Donc, tout ce travail-là est fait et toute une partie de cette offre est complètement gratuite. En ce qui concerne ensuite les autres personnes moins averties, on va dire, le grand public, donc j'ai rapidement mentionné le fait qu'on avait des forums, donc ça, oui, on en a, et c'est très important dans la mesure où ça nous permet justement de gérer la masse en fait, de demandes que nous ne pourrions jamais gérer par centre d'appel, ça c'est clair. Ces forums sont aujourd'hui regroupés sous quelque chose qui s'appelle Microsoft Community, donc un concept de communauté justement. Ces communautés sont gérées à la fois par des personnes de Microsoft qui font ce qu'on appelle un monitoring et qui s'assurent qu'il n'y a pas qu'il y a un taux de réponse ou un temps de réponse acceptable aux questions, etc. Mais pas que des personnes de Microsoft, il y a aussi des personnes qui sont des MVP, des Most Valuable Professionals, qui sont des personnes qui ont une expertise Microsoft reconnue, mais qui ne sont pas des collaborateurs Microsoft, qui ne sont pas payés par Microsoft, et qui eux-mêmes accompagnent justement les personnes et ont un rôle communautaire, ça fait partie de leurs attributions en fait. Et après, il y a aussi des personnes qui ont envie de partager ce qu'ils ont découvert, etc. Et donc en fait, vous avez tout cet écosystème qui va
qui va collaborer et qui enrichit en fait en permanence nos bases de connaissances. Donc nous, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va essayer d'extraire les tendances, on va essayer de voir est-ce qu'on voit des nouvelles choses apparaître, parce que c'est là aussi où nous, on a un rôle à jouer. Est-ce que tout d'un coup, une problématique découverte qui n'existait pas auparavant, est-ce que... ce qu'on appelle les signaux faibles. Exactement. Est-ce que les clients passent d'un mode où ils cherchent à installer, ils sont vraiment dans un mode assez basique, et ils commencent à basculer vers un mode où ils veulent comprendre, aller plus loin, etc. Donc voilà, ce sont toutes ces choses-là, et nous on a plus un rôle de monitoring et s'assurer que ça se passe bien que de nécessairement passer notre temps au téléphone à répondre, parce que beaucoup de questions vont être exactement les mêmes, et je ne suis pas sûre que ce soit là qu'on ait le plus de valeur ajoutée en revanche. Après, un certain nombre de personnes n'ont pas du tout envie de taper, de chercher, ont besoin d'un accompagnement. Bon, quand on achète un produit Microsoft, les 90 jours après l'achat, on bénéficie de supports gratuits, etc. Donc voilà, on essaye de le prendre en compte de cette manière-là. Vous êtes optimiste sur la relation client en général et dans votre univers dans les années à venir, ou vous pensez que les clients vont trouver leur chemin dans une jungle technique, parce qu'en fait la technicité de tout est en train de s'accroître de manière assez considérable dans les cuisines, dans les voitures, dans les téléphones, il n'y a plus grand chose qui échappe à ça. Est-ce que vous pensez que le consommateur va être suffisamment appuyé, trouvera son chemin facilement, trouvera naturellement les réponses qu'il attend? Parce que l'étude qui vient d'être publiée par Accenture sur l'année 2012 montre que 2 Français sur 3 ont changé au moins une marque parce qu'elle ne trouvait pas satisfaction dans les réponses qu'on lui apportait dans le call center. Donc est-ce que ça reste un enjeu, ou est-ce que vous pensez que ça va s'améliorer, ou est-ce que ça reste un challenge important? Comment vous le voyez à votre niveau, qui est complètement focalisé sur ce sujet? Quand je vois la manière dont les digital natives ou la génération Y ou les enfants, mon fils a 7 ans et demi, quand je vois toutes ces personnes s'approprier la technologie, je trouve que c'est assez bluffant, et j'ai l'impression que toute une partie de cette évolution en fait leur paraît tellement naturelle qu'ils vont avoir un énorme rôle d'influence auprès des générations avant qui sont... Il y a l'inversion des pyramides d'apprentissage qu'on est en train d'avoir. On avait auparavant des anciens qui montraient aux nouveaux, et c'est l'inverse aujourd'hui. On compte sur les nouveaux pour éduquer les anciens et les raccrocher au wagon. J'ai l'impression, quand j'essaye d'expliquer à mon fils que c'est important d'apprendre l'orthographe, etc., il me regarde d'un air dubitatif. Et quand je lui explique que pour avoir un ordinateur et écrire des mails, si on ne sait pas écrire correctement, on n'est pas compris par la personne en face, il ne peut pas communiquer avec son copain, le fait d'avoir utilisé ce biais technologique fait que tout d'un coup, ce qui lui paraissait complètement rébarbatif et inintéressant devient très intéressant et motivant. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette évidence en fait des personnes qui sont nées avec cette technologie, et je m'en suis rendu compte en discutant avec notre community manager en charge de Windows 8. Donc j'ai été coachée par un petit jeune qui m'a justement un petit peu bluffée par la manière dont justement... Quel âge a-t-il? Je pense 22 ans, quelque chose comme ça. Et donc on est vraiment dans cette nouvelle génération. Et c'est quelqu'un qui passe toute la journée sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. À regarder toutes les questions des internautes, répondre et en même temps animer cette communauté, etc. Et essayer bien sûr d'avoir plus de personnes engagées qui ont envie de poser des questions, d'aller plus loin sur nos technologies. Et en fait, c'est une personne qui, par exemple, m'a expliqué qu'il l'avait proposé, alors que ce n'était pas prévu initialement, d'utiliser un autre réseau social qui est Pinterest, pour justement continuer à travailler autour de Windows 8. Et quand il m'a dit ça, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, Guillaume, tu es bien sympathique, mais Pinterest, c'est un réseau pour mettre des photos de vacances. Donc, j'ai juste du mal à comprendre de quoi tu me parles. Je croyais qu'on parlait de professionnel. Et en fait, il m'a expliqué que, étant donné que nous souhaitions passer du temps à
éduquer les clients, à les accompagner dans leur apprentissage d'une nouvelle interface, il était naturel d'utiliser Pinterest pour ça. Et que donc, lui, ce qu'il a vu, en fait, c'est que comme on avait beaucoup de diapositives PowerPoint qui décrivaient de manière assez didactique les différents gestes qu'on pouvait faire justement pour imprimer, pour avoir accès à certaines fonctionnalités, etc., que ce soit avec clavier-souris ou avec les gestes sur un écran tactile, lui, il s'est dit, chaque diapo, ça représente une photo. Et donc, il a imaginé en fait un tableau dans lequel il a posté pas une présentation PowerPoint ou pas une vidéo, mais en fait, du style une dizaine de diapos, et chacune étant une photo différente. Et ça, c'est un autre mode d'apprentissage qui peut être intéressant pour certaines personnes. Je n'y aurais jamais pensé, et maintenant que je le sais, et que je l'ai vu, je me dis, oui, pourquoi pas. Ouais, voilà. Et c'est quelque chose, voilà, je pense qu'ils ont une autre manière de réfléchir. Ils s'approprient en fait une techno, et ils voient tout de suite comment on va pouvoir l'utiliser. On pourrait presque dire qu'ils ont une autre manière de ne pas réfléchir. C'est qu'ils se fient à leurs sensations et c'est à leur intuition. Et moi, c'est ce qui m'a frappé toujours, c'est que les anciennes générations prenaient d'abord une notice technique, la lisaient de fond en comble avant de se lancer dans quelque aventure que ce soit, alors que c'est exactement l'inverse de ce que font les jeunes générations, qui expérimentent les jeux en voyant ce de quoi ils pourraient bien retourner, et ils vont deviner la règle du jeu en pratiquant. Exactement. Et ça, je trouve que c'est un mode d'apprentissage qui est complètement différent de celui des générations précédentes, bien entendu. Et du coup aussi très visuel. Voilà. D'où cette idée justement des tableaux, et je regarde un truc très rapidement, quelques secondes, j'ai obtenu l'information dont j'avais besoin, et hop, je passe à autre chose, et j'applique immédiatement. Et je ne vais pas passer 4 jours à chercher sur un forum ou je ne sais pas quoi. Donc dans ce sens, j'ai l'impression quand même que ces personnes ayant une telle envie en fait d'utiliser ces technologies et d'imaginer d'autres usages, ils ont une grande influence auprès de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Dans nos centres d'appel, on a beaucoup de grands-parents qui nous appellent. Je pense par exemple à une grand-mère qui est dans le Massif central, visiblement un petit peu isolée, qui avait eu un souci avec son compte Hotmail, donc la messagerie gratuite, et qui nous avait appelé. Elle était un petit peu paniquée, et visiblement elle s'était mise à l'informatique pour communiquer avec ses enfants qui étaient loin, etc. Donc pour elle, avoir accès à sa messagerie, c'était vraiment extrêmement important. Donc voilà, on l'a accompagnée, ça perdait un petit peu la mémoire, donc elle avait oublié son mot de passe. Bon. Et je crois que ce genre de choses, ça devient beaucoup plus naturel, et je ne suis pas sûre que ce soit si problématique. Après, c'est ça quand même l'intérêt du multicanal, c'est qu'on peut quand même toujours, on a toujours quand même un minimum de choses écrites, on a toujours des sites web, on a toujours le call center qui sont disponibles et qui vont pouvoir justement passer du temps. Mais c'est vrai que quand on voit le volume d'appels ou le volume d'interactions, le nombre d'appels ou le nombre de courriers, par exemple papier, c'est sûr, n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait dans le passé. Merci beaucoup pour ces informations, ces réponses très claires, et ça donne l'image d'une entreprise à l'écoute en tout cas, et c'est très, très rassurant. Merci beaucoup. Tant mieux, merci à vous.